Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième édition de Food Hotel Tech. J'ai le grand plaisir de vous présenter la personne qui est à l'origine de toute cette manifestation et qui travaille si bien depuis si longtemps pour que ça fonctionne formidablement, comme vous allez le voir pendant ces quelques jours, Madame Karen Sarfati. Bonjour à tous, je suis extrêmement ravie de vous avoir tous ici. C'est toujours hyper émouvant pour moi de vous accueillir, surtout aussi nombreux. Votre présence est notre récompense, la mienne et celle de mon équipe. On travaille d'arrache-pied depuis 8 mois pour organiser ce salon qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels du CHR. Et voilà, donc today is the day et on commence. Le challenge est très important pour nous. On essaye de vous satisfaire toujours mieux et plus. Et pour cela, on a fait plusieurs choses. La première, on a organisé un cycle de 22 conférences qui sont à votre disposition les 2 jours du salon, sur des thèmes à la fois certaines très très pragmatiques, sur des sujets qui vous touchent au jour le jour, et d'autres qui sont visionnaires. Qu'est-ce que va être l'hôtellerie et la restauration de demain? Deuxièmement, on a créé un espace plus important, Food Hotel Tech, double de taille, pour vous permettre de découvrir beaucoup plus d'innovation. Et pour cela, nous sommes même très fiers d'avoir organisé le village start-up le plus important de l'hospitality en France, avec 60 entreprises qui sont là pour être découvertes. Donc, je vous invite à visiter le village start-up. Et on a créé pour vous faciliter le parcours des innovations digitales que vous allez retrouver à Food Hotel Tech. Vous avez les brochures un peu partout dans le salon. Ensuite, comme vous l'avez pu remarquer je suis sûre que vous avez dû recevoir des mails de ma part ou de Shirley Salama. On vous a envoyé des quantités de mails. On essaie d'être proche de vous le plus possible. Et pour le faire, on a décidé de bouger. Donc, on fera toujours un salon à Paris. Mais cette année, on innove et on fait aussi un salon à Nice. Parce qu'on sait très bien que pas tout le monde a la possibilité de quitter son travail un jour, voire 2, pour visiter un salon. Et enfin, on collabore avec la Sorbonne et on fera un colloque, celui-là est adressé plus aux Parisiens, qui aura lieu le 16 octobre dans les salles de la Sorbonne sur 2 thèmes que je vais vous lire. Le FMB, comment va évoluer le concept hôtel-restaurant, et les Master Suites, vitrine ou véritable business unit. Donc, si le sujet vous intéresse, le 16 octobre, c'est le colloque à la Sorbonne sur ces sujets. Alors, juste 2 mots sur qui nous sommes et notre vision. La vision de Food Hotel Tech est peut-être proche de la vôtre, hôtelier-restaurateur. L'expérience client est la clé de réussite de toute entreprise de l'hospitality. Et donc, pour nous, la technologie est incontournable à tous les niveaux, en back comme en front office. Et elle devient le complément de l'humain. Disons que c'est le premier levier de croissance qui s'impose pour que le domaine de l'hôtellerie et de la restauration se développe. Pour nous, l'humain reste au centre de l'hôtel et du restaurant. Et la technologie est là juste en complément pour libérer l'homme. Notre mission à Food Hotel Tech est tout simplement de vous aider à mieux connaître, à mieux choisir ces technologies et à mieux les intégrer dans vos entreprises. Pour cela, on a 4 valeurs qui nous sont chères, qu'on essaie de vous faire partager aujourd'hui dans la visite de ce salon, qui sont Share, Proximity, Agility and Fun. Share parce que ça fait partie de notre ADN de partager l'information. Proximity and Agility parce que la FHT Team est une entreprise à taille très humaine
et nous sommes proches de vous et à vos disponibilités même à J-1. Et enfin, fan, parce que chez nous aussi, l'expérience client est primordiale. Un petit mot pour conclure, les tendances que nous avons constatées chez FHT au cours de ces derniers mois. Donc, qu'est-ce qui est sorti le plus? Quelles sont les tendances qu'on a vu un peu se développer? Sont fondamentalement les centrales d'achat en ligne, les chatbots, l'analyse de la data et des caisses enregistreuses et PMS qui deviennent de plus en plus larges et ouvertes et qui sont capables de répondre à des besoins beaucoup plus qu'avant en back comme en front office. Voilà, je laisse la parole maintenant à Thierry Weil, le fondateur de Begelstein, qui aura un ton absolument différent du mien, qui utilise une phrase que j'adore. Il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant. Donc, je vous laisse vous parler de la communication par Thierry. Merci à vous et bonne visite du salon. Merci, madame. Bonjour, merci d'être venus si nombreux. Je ne vais pas me mettre derrière ce pupitre, ça fait un peu homme politique et en ce moment, ce n'est pas top comme situation. Je voudrais remercier, on commence toujours par remercier, donc commençons par remercier. Je voudrais remercier l'équipe d'organisation de Food Hotel Tech et de cette 3e édition. Je me souviens très bien de la présentation de la première édition où on m'a dit on va faire un salon qui s'appelle Food Hotel Tech. Et je dis Food Hotel quoi? Food Hotel Tech. Mais quelle est la légitimité d'un tel salon? Pourquoi pas demain un salon sur l'intelligence artificielle sur les revêtements de route? Le food, par définition, un restaurateur, c'est quelqu'un qui s'est transformé une entrecôte à partir d'un morceau de bœuf, un filet de sole à partir d'un poisson, un hôtelier, c'est quelqu'un qui sait décorer une chambre et faire un lit. Où est la technologie dans tout ça? Et puis, je me suis souvenu que mon métier, qui est pourtant récent, Begelstein, ça a été créé en 2011, donc ça a 8 ans. Et en 8 ans, je remarque que je vois la nature des fournisseurs qui me démarchent avoir complètement changé. Il y a 8 ans, j'étais démarché par des fournisseurs de poulet, de farine, d'emballage, un petit peu de caisse électronique. Et aujourd'hui, je suis démarché par des gens qui me proposent de payer ou d'être payé en bitcoin, de mettre de l'intelligence artificielle dans mes processus de commande, de créer de la relation client et de la fidélité client à travers mes caisses. Et c'est vrai que ça a pris une dimension complètement délirante. Donc, quand on m'a demandé de venir faire le discours de l'inauguration, je me suis dit pourquoi pas. Mais après, je me suis dit, c'est quand même culotté. J'ai pas de profil Facebook, j'ai pas de compte Instagram, je sais même pas combien de mots il faut mettre dans un message Twitter. Un tweet, vous voyez, j'ai un message Twitter. Et quand je parle de forum WhatsApp avec mes gosses, ils se moquent de moi. Donc, suis-je vraiment légitime pour parler de technologie dans Food Hotel Tech? Et finalement, Karen m'a dit, peut-être tu pourrais parler de communication. Parce que j'ai une légitimité en tant que restaurateur et peut-être que j'ai une petite légitimité aussi par notre moyen de communiquer. Quand on a créé Begelstein, il y a 8 ans, on a immédiatement voulu construire ce concept sur 2 piliers. Le premier, c'est d'avoir un ton irrévérencieux, borderline, non consensuel, et de marquer les esprits. Le message, il est hautement prétentieux, mais on l'assume, mon associé et moi. Vous allez voir le niveau de prétention. On ne veut pas se contenter de remplir le ventre de nos clients. On veut marquer d'une micro-séquelle leur cervelle. Il faut déjà être bien barré, hein. On veut qu'il se passe quelque chose dans leur tête en même temps que dans leur ventre. C'était le premier pilier de la création du concept Begelstein. Le second pilier, c'est la qualité de ce qu'on sert. On fabrique tout nous-mêmes dans nos centres de production, on ne congèle rien.
Je ne vais pas trop développer cet aspect, bien qu'il soit fondamental, mais ce n'est pas ce pourquoi je suis venu vous parler aujourd'hui. Ce qui est très important, c'est l'ordre dans lequel je vous le présente. Mon premier pilier, c'est mon ton de communication. Mon second pilier, c'est la qualité de la nourriture. C'est clair que nos clients le vivent à l'envers. Nos clients viennent chez nous pour manger. Et accessoirement, ils s'imprègnent de cet état d'esprit, ou c'est cet état d'esprit qui les a marqués pour qu'ils viennent. Mais ils viennent pour manger. Mais nous, dans notre vision et dans ce qui nous alimente, c'est le cas de le dire tous les jours chez Begelstein, nous sommes autant une agence de com qu'une société de restauration rapide. Et c'est très important de le comprendre parce que ça sous-tend toute notre démarche. Quand on parle de communication, on a commencé il y a 8 ans avec très peu de moyens et il fallait faire face à ce peu de moyens et on a vite compris que Begelstein avait un effet assez fédérateur autour des clients qui franchissaient nos portes. Et il fallait grandir vite. Et pour grandir vite, on a trouvé 2 moyens. Le premier, c'est de faire porter notre développement à travers un réseau de franchises. Donc, c'est nos franchisés qui contribuent à faire connaître la marque et à faire rayonner la marque Begelstein, premier moyen. Deuxième moyen, c'est d'avoir un ton de communication qui nous fasse gagner du temps. Et ça a été très, très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on est parti sur un créneau qui est assez difficile à assumer, qui est on accepte que tout le monde ne nous aime pas. Et réfléchissez bien, c'est pas si simple de trouver d'autres marques. On accepte que des gens ne nous aiment pas. C'est pire. On accepte que des gens nous détestent. Quand vous créez une boîte, quand vous créez une marque, quand vous créez un concept, en tant qu'entrepreneur, c'est un bébé qu'on porte. Personne, aucune mère de famille ne supporte qu'on n'aime pas son gosse. Ça n'existe pas. Eh ben nous, on va dire, j'accepte que des gens détestent mon bébé, le voient dans sa poussette et ont envie de lui cracher dessus. C'est violent, hein ? C'est très violent. C'est très violent, mais ça a été un parti pris. On a, dès le départ, pris ce chemin-là avec un credo et une limite à ne pas dépasser, qui est « on ne se moquera jamais des religions ». C'était en 2011. Il ne s'était pas encore passé beaucoup de choses qui se sont passées par la suite, mais c'était déjà tendu. Je ne vous imagine même pas comment c'est aujourd'hui. Donc, on prend le parti d'accepter de se faire détester et d'avoir une vision transversale d'un public cible duquel on peut se moquer et dont on peut prendre pour cible les tenants et les aboutissants. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par une communication sur nos murs. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà venus ou certains d'entre vous qui ne sont jamais venus. Le verre est à moitié plein ou à moitié vide dans nos boutiques. Mais on a choisi de mettre sur nos murs une communication cognitive qui fait que, alors ça n'a rien à voir avec la tech, c'est des affiches et des unes de journaux qui sont sur les murs et qui vont faire en sorte que vous allez vous souvenir de votre passage chez nous. Je vous ai dit, je veux qu'il se passe une micro-séquelle dans la cervelle de nos clients. Ça se traduit comment ? Se souvenir, s'émouvoir, se marrer, s'énerver, détester, adorer, mais il se passe quelque chose. C'est le concept quand on vient en boutique chez nous. Quand vous mangez seul votre bagel en face d'un mur et que sur ce mur, il y a la une du 12 septembre 2001 avec les tours à New York qui s'écroulent, tout le monde dans cette salle se souvient de ce qu'il faisait ce jour-là. Et vous allez peut-être en parler avec votre voisin à côté. Et il se passera une expérience client. Il se passera quelque chose dans votre tête. C'est fugace, mais il se passera quelque chose. Allô ? Oui. Quand vous allez voir la une de Libération avec le jour de la mort
de Coluche, vous allez vous souvenir de choses. Quand vous allez voir la une de l'équipe avec la victoire de l'équipe de France ou Yannick Noah qui gagne à Roland-Garros, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose dans votre tête. Mais il y a aussi des gens qui viennent et qui sont choqués. On a une urne funéraire dans toutes nos boutiques avec un message en dessous, c'est marqué « Ici reposent les cendres de notre client le plus difficile ». J'ai eu une fois un monsieur qui est venu me voir, qui était extrêmement ému et qui m'a dit « Mais comment vous pouvez faire ça? Mais comment osez-vous? Mon père est mort il y a 6 mois, j'ai la même urne à la maison et quand je vois ça, ça me scandalise. » J'étais profondément et sincèrement désolé pour ce monsieur et pour son papa, mais je n'ai pas changé ni enlevé les urnes de ma boutique. Si ça le choque, j'accepte, ça me désole, j'admets que ça me choque, mais c'est mon concept. Après, ça c'était en 2011-2012 quand on a commencé. Et puis les choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à changer parce qu'en plus des unes de journaux que nous avons dans nos boutiques, nous avons des plaques avec des citations et des blagues. Environ 300 blagues par boutique. Vous voyez, il y a de quoi faire et il y en a pour tout le monde. Et un jour, je me souviens, c'était en 2014 ou 2015, on a eu un procès d'une femme qui nous a attaqués pour incitation au viol. Alors, je veux remettre les choses dans leur contexte. Moi, je suis boulanger, je fais des bagels tous les jours et je développe un réseau de boutiques qui vendent des sandwichs. Quand on se fait attaquer pour incitation au viol dans une ville de province, il y a un choc émotionnel qui est assez violent. Et d'où venait l'origine de cela? C'était une citation de Jean-Yann, c'est pas moi, c'est pas mon associé, c'est pas mon service com, c'est Jean-Yann, qui disait « L'amour, c'est un sport, surtout quand il y en a un des deux qui veut pas ». Et on s'est dit « Oh putain, il y a des choses qui sont en train de changer quand même dans ce pays ». Et ça a été un démarrage de remise en question assez compliqué. Quand Jacques Séguéla, que vous connaissez peut-être, ou dont vous vous souvenez peut-être plutôt, passe à la télé dans une émission, un talk show, et qu'on le fait parler de l'homosexualité, et qu'il est extrêmement gêné d'en parler, nous, le lendemain, fidèles à notre état d'esprit, il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant, fidèles à cet esprit-là, on publie un post qui dit « J'en ai marre de ces gays-là, Jacques S, 81 ans, ancien publiciste ». On me retire le Jacques S, 81 ans, ancien publiciste, et me voilà, j'en ai marre de ces gays-là, Begelstein, homophobe. Pourtant, on sponsorise la Gay Pride avec des t-shirts légers et subtils en référence à la forme de notre bagel, puisque c'est marqué « peu importe le sexe pourvu qu'il y ait un trou ». Mais j'ai des manifestations devant mes boutiques par des groupes LGBT qui me traitent d'homophobe. C'est difficile de communiquer dans ces conditions. Alors, on a toujours notre credo et notre drapeau en disant « Ok, mais nous, on est les petits cons du fond de la classe qui balancent les boulettes de papier sur les autres et qui ont la meilleure note en maths. » C'est comme ça qu'on se revendique. Donc, il faut qu'on continue ce combat de l'humour transversal. Alors, on va prendre des éléments qui ne sont pas simples, mais qui nous permettent d'avancer. Par exemple, tous les ans, on change nos serviettes en papier. On n'a pas des serviettes en papier avec juste le logo Begelstein. Et une fois, on fait une serviette en papier sur laquelle on écrit « Recycler avec les livres de Marc Lévy ». Il faut oser le porter. Alors, ça s'est très bien passé avec lui parce qu'il a de l'humour. Il y a eu d'autres phrases qui ont été, alors que juridiquement je ne suis pas en mesure de les citer, mais il y a d'autres phrases qu'on a faites qui ont été plus polémiques. Et là encore, il y a des gens qui vont nous haïr
parce qu'on a osé écrire sur leur écrivain fétiche. Mais c'est parce qu'on a fait ça au départ qu'on a réussi à être connu, à fédérer et à avoir aujourd'hui 107 boutiques Begelstein, et j'espère demain encore plus. Donc, ce parti pris de communiquer à contre-courant, on revient toujours à cette phrase, c'est ce qui nous a permis au départ d'installer Begelstein. Aujourd'hui, en 2019, les choses sont encore plus différentes. Et la manière dont on communique est encore plus délicate, plus surveillée, plus controversée. Il y a 3 ans, on a fait un concours. Si vous rentrez un jour dans une boutique Begelstein, vous avez un arbre généalogique complètement fake qui retrace la famille Begelstein qui aurait prétendument inventé le bagels. C'est complètement délirant puisqu'on se marie avec le neveu de McDonald's, on épouse en 4e noces le fils Starbuck. Ça part là-dessus. Et on a fait un concours en disant inventer le 28e membre de l'arbre généalogique, et il y avait un beau prix à la clé. Et l'accroche de ce concours, c'était une phrase pourtant profondément humaniste, en référence à un environnement familial, pour inventer ce 28e personnage, c'était « Même un fils de pute est le fils de quelqu'un ». Non, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Donc, on a, encore une fois, parce qu'on nage à contre-courant, on s'est pris quelques raclées aussi, et les raclées, elles sont violentes. Quand vous avez des haters qui se lâchent par milliers sur Internet sur votre bébé, toujours ce petit bébé qui n'a rien demandé à personne, qui est dans sa poussette et qui s'en prend plein la tronche, c'est pas évident, parce que ceux qui rigolent, ils écrivent pas sur les réseaux sociaux. Ceux qui rigolent pas, un peu plus. À tel point qu'on a fait une nouvelle collection de serviettes en papier cette année, avec les citations des haters à notre égard et notre réponse à leurs propos. Aujourd'hui, on essaye de trouver notre place dans ce ton toujours impertinent, toujours décalé, toujours non consensuel, toujours borderline. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par exemple à la Saint-Valentin, où tout le monde offre une rose dans son restaurant. Nous, on offre des préservatifs, parce qu'on pense que c'est plus utile ce soir-là. Ça se traduit par un soutien à Movember, vous connaissez la cause, où on distribue des fausses moustaches, mais on se fait aussi taxer de sexisme alors que c'est une bonne cause contre le cancer du pancréas. Mais c'est de plus en plus compliqué de communiquer de manière divergente, mais dans des clous qui restent acceptables. Mon propos aujourd'hui, c'est de vous présenter cette com. On a aujourd'hui, nous, une équipe de 8 personnes qui travaillent entièrement à la communication. Et quand on leur explique, voilà le ton de cette année, c'est juste impossible à décrire. Comment allons-nous communiquer cette année ? Il n'y a pas une ligne directrice qui peut être tenue parce que les réseaux sociaux, l'environnement font changer en permanence le ton que l'on peut employer. Et c'est de plus en plus compliqué. Pour ça, nous, on reste fidèles à nos valeurs et à notre équipe. Et je terminerai simplement avec un credo que je répète en permanence à mes équipes et aux gens avec qui on travaille, qui est que la vraie force de cette communication, c'est son engagement. Ce n'est pas son implication. On ne communique pas comme ça en étant impliqué. Impliqué, c'est du bout des doigts, du bout des lèvres. Quand on communique comme on l'a fait, en acceptant ce niveau de haters, il faut être engagé, pas impliqué. Et vous connaissez tous la différence entre l'implication et l'engagement. C'est l'œuf au bacon. Parce que dans l'œuf au bacon, la poule, elle s'implique, le cochon, il s'engage. Je vous souhaite un excellent salon
2019. Donc, est-ce qu'il y aurait quelques questions dans la salle par rapport à l'exposé que nous venons d'entendre? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient poser quelques questions? Non? Oui? Oui, bonjour. Oui, simplement, je connaissais Bagelstein, mais j'ignorais tout de la façon dont vous communiquez. Donc, est-ce que vous avez bien communiqué? Probablement pas, puisque vous ne nous connaissiez pas. Mais on va s'y employer. Vous habitez où? On va mettre des 4x3 en bas de chez vous? Non, mais Bagelstein, je vois dans Paris, j'habite Paris, je vois les boutiques Bagelstein, je connais même un couple qui dirige un Bagelstein à Neuilly. Mais je n'ai jamais entendu parler de ce côté un peu provocateur ou déjanté de la façon dont vous communiquez, curieusement. Ça veut dire que je ne suis pas le seul à ne pas être sur les réseaux sociaux et que vous ne regardez pas les matchs de Ligue 1 ni les combats de boxe de Tony Yoka. Ça doit être ça. Bonjour. Ouais, j'ai une Bonjour. question en fait. Est-ce que c'est voulu de votre part le fait que derrière il y ait des... Vous m'entendez pas? Est-ce que c'est voulu qu'il y ait derrière des manifestations, enfin des procès? Est-ce que vous le voulez finalement pas? Est-ce que c'est pas votre objectif? J'ai pas tout à fait compris la question. Excusez-moi. Le fait d'être provocateur de la sorte, est-ce que votre objectif n'est pas finalement d'arriver à des procès pour faire encore plus le buzz? Ah non, non, non. L'objectif, c'est pas du tout d'arriver à des procès. Quand je dis procès, enfin, Bien, près de votre- quand je dis procès, je dis aussi, enfin, vous voyez, des remarques, enfin, même enfin, ce qu'on vous laisse comme remarques sur Facebook ou sur Insta, etc. Enfin, Non, je pense qu'il y a une volonté quand même derrière de, non? pas de provoquer pour la provocation. Ça serait trop simple. J'ai pas fait un bébé pour qu'on lui crache dessus dans la poussette. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire connaître la marque, d'essayer de le faire par la porte de derrière, mais pas de se faire insulter et pas de provoquer. C'est aller trop loin. Au début, peut-être qu'on se disait, parce qu'on avait une grande gueule, en disant rien à foutre, c'est pas grave, qui m'emmerde. Si j'ai un procès, au contraire, ça fera parler de moi. Mais ça marchait quand on avait 3 boutiques. Quand on a 100 boutiques, ça marche plus comme ça. D'abord parce que les aspects financiers des procès avec 100 boutiques, ils sont beaucoup plus lourds et c'est plus la même histoire. Et ensuite parce que la haine pure, elle nous permet pas de gagner en notoriété. Donc, on accepte de se faire détester, je l'ai dit, mais on peut pas se faire détester par tout le monde. Il faut que ça reste quand même une minorité. Et dès le moment où on est dans la provocation pure, et qu'on ne fait plus notre métier derrière, parce que notre métier, il sous-tend quand même l'histoire. Je peux faire les meilleures blagues du monde, si ma bouffe, elle n'est pas bonne, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est aussi fondamental. Ma communication sous-tend ma notoriété, mais elle n'est pas un objectif en soi. La notoriété est quand même là pour faire grandir la marque. Il ne faut pas la salir. J'accepte que des gens me détestent, je préfère qu'une majorité m'aime. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Vous acceptez l'idée qu'on ne peut pas plaire à tout le monde? C'est ce que vous venez de dire un petit peu. L'idéal, c'est quand même d'avoir une majorité de gens qui adhèrent. Et du coup, même un petit bad buzz, c'est quand même un buzz. Je voulais savoir comment est-ce que vous gérez les avis clients, du coup, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les sites d'avis, puisque là, ça touche clairement aux produits. On en parlait tout à l'heure, c'est votre deuxième pilier, c'est la qualité. Et du coup, comment est-ce que vous gérez ça, vous qui n'êtes pas forcément sensible aux réseaux sociaux, etc. Alors, c'est pas moi qui les gère, mais par contre, on les gère extrêmement sérieusement. Tout ce qui touche aux produits, à la qualité, à l'accueil client, à l'expérience client dans nos boutiques, c'est géré plus que normalement. Ça veut dire qu'on a des community managers, dont une est ici, et on s'attache énormément à satisfaire nos clients dans la boutique. C'est pas « je m'en fous qu'ils me détestent, c'est pas grave ». Là, on n'est pas du tout dans l'aspect communication. On gère
du mieux qu'on peut toute l'expérience client. On leur répond. Quand on a fait des erreurs, on les corrige. On a des instructions très claires avec nos franchisés, puisque ce sont eux qui sont responsables de l'accueil des clients dans leur boutique. Et on essaye de compenser au maximum les désagréments qu'il peut y avoir. Et en tout cas, on communique avec eux de manière personnalisée. Alors justement, dans la manière personnalisée dont vous leur répondez, et conformément au ton que vous avez souhaité donner à Begelstein, est-ce que vous utilisez ce même genre de trait d'humour dans vos réponses ? Non, nettement moins. Là, on est sur la communication décalée, impertinente et borderline, c'est la communication corporate. Dès le moment où un client a subi une expérience désagréable et où il souhaite nous la partager, on va la traiter tout à fait sérieusement. Ça, c'est pour traiter la réponse au client en lui-même, mais les gens qui vont lire la réponse et qui attendent de votre chaîne justement cette image-là d'impertinence, ils pourraient peut-être être justement déçus ou au contraire très attirés par des réponses impertinentes à des avis peut-être de mauvaise foi ou abusifs, par exemple. C'est effectivement les réponses aux réponses et les commentaires suivants. On a eu beaucoup de problèmes au départ parce que ça devenait un terrain de jeu pour certains. C'est-à-dire qu'on répondait mot pour mot avec notre ton et on se retrouvait à avoir une arène virtuelle sur les réseaux, à batailler avec des gens qui nous détestaient et qui venaient là pour en découdre, pas physiquement bien sûr, mais sur ce ton de l'humour. Et au bout d'un moment, on a dû arrêter parce que c'était plus possible. Donc, on canalisait les réponses des réponses. On laisse malheureusement, mais parce que sinon ça devient notre métier, on laisse malheureusement au bout d'un moment les choses filer. C'est comme sur tous les réseaux sociaux où ça part à la dérive. On ne peut plus faire de digue par rapport à cela. Ok, merci. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation qui est rafraîchissante, ça fait du bien. Est-ce que votre communication finalement est efficace? Est-ce que vos boutiques, on a compris que le réseau se développait, mais est-ce que vos boutiques fonctionnent? Est-ce que le chiffre d'affaires croît? Est-ce que la rentabilité croît? Est-ce que le fait de ne pas vouloir plaire à tout le monde, ça suffit pour faire prospérer un business? C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a une communication, uniquement parce qu'on a cette communication, que Begelstein est Begelstein aujourd'hui. Est-ce que ça a un impact en termes de chiffre d'affaires? C'est difficile à mesurer si les gens viennent parce qu'on les a fait marrer ou si les gens viennent parce qu'ils mangent bien chez nous. Mais le fait est que les gens viennent. Donc je pense que c'est un élément contributeur d'un faisceau. Et quand je vous disais avant, si ce concert n'est pas bon, ça ne sert à rien, ça prend tout son sens dans l'aspect rentabilité du réseau. Est-ce que toutes nos boutiques sont rentables? Quand on a 107 boutiques, je ne peux pas avoir 107 erreurs. Après, on a un réseau avec des boutiques qui marchent mieux que d'autres, c'est aussi normal. Mais oui, ça a contribué à faire de Begelstein une enseigne qui parce que les boutiques, ça a démarré en 2013, en 5 à 6 ans est passé de 3 à 107 boutiques. Donc, ça a été un des éléments clés de succès, mais de loin pas le seul. Je ne pense pas qu'on aurait eu cette notoriété sans cette communication. Je pense qu'on était le primo-accédant sur le marché du bagel au moment où on est rentré dans ce marché et que cette communication nous a donné un effet boost. Maintenant, s'il n'y avait eu que ça, il n'y aurait jamais eu tout le reste, c'est sûr. Donc on va être obligé d'arrêter pour les questions pour laisser la place. Je vous Parfait. invite à applaudir donc notre intervenant. Merci.